Alors, le thème du jour, c'est la métamorphose culturelle et, pour être tout à fait complet, la métamorphose culturelle par la démocratie réelle. On va essayer de comprendre ce que tout ça veut dire. Et je commence là par une petite illustration que j'ai piquée sur Internet et que je trouve très significative, et par une citation de Baptiste Lanaspez, qui est l'éditeur de la collection White Project, qui est philosophe, et qui nous dit « S'il est vrai que la crise environnementale est la réfutation par la nature elle-même des valeurs et des habitudes de la culture occidentale, nous savons désormais ce qu'il en coûte de construire notre humanisme sur une opposition de l'homme à la nature, mais nous ne savons pas encore comment refonder nos valeurs. » Et donc en fait, on pourrait en rester là parce que tout est là. Et ce qu'on va faire, c'est développer, et puis in fine, on reprendra cette citation pour voir si j'ai réussi à lui donner un peu de sens. Donc en fouillant dans mes documents, j'ai retrouvé cette présentation d'une conférence faite à la Fratna il y a 10 ans, presque jour pour jour, et c'était pas tout à fait le même titre. Premier pas en Ardèche, et le deuxième pas est jamais venu, et j'espère qu'aujourd'hui la marche ne s'interrompra pas, parce que ça fait quand même très longtemps que le type de discours qui est le mien est tenu, pas seulement par moi, sans beaucoup d'écho, et ça finit par être un peu désespérant. Alors dans cette conférence, j'ai retrouvé une diapo que j'ai eu envie de mettre, parce que j'ai trouvé ça rigolo. C'était les citations de l'OCDE, qui quand même est pas mal. S'il est urgent de réduire les émissions de gaz à effet de serre, ça ne doit pas se faire au détriment de l'économie. L'opinion publique est un puissant levier qu'il importe de maîtriser. Et puis la biotechnologie industrielle est un domaine rigoureusement maîtrisé, soutenu par des organismes publics responsables. Vous avez là-bas de la documentation sur l'évaluation des OGM qui vous dira que cette phrase est pourvue de sens. Alors, on disait aussi à cette époque-là que la biodiversité se cassait la gueule, avec un rythme accéléré de disparition des espèces 10 à 100 fois supérieur à la normale. Les zones humides ont diminué de 37% en 30 ans, 60% des coraux sont affectés, perte de 70% de la biodiversité des oiseaux. Bon. Alors là maintenant, en 10 ans après, il y a un petit bouquin qui est paru que je vous conseille, qui s'appelle Biodiversité, à laquelle d'ailleurs a participé Virginie Maris, qui est une de nos intervenantes. Et j'ai pris simplement les chiffres qu'il y a là-dedans, c'est-à-dire, voilà, vous les avez là, une extinction massive, et en estimation, un quart des amphibiens, un cinquième des mammifères et un huitième des oiseaux qui sont donc en voie de disparition. Et un taux d'extinction multiplié par 1000 à 10 000, vous voyez, on était 10 à 100. Il y a 10 ans, on est de 1000 à 10 000. Je ne pense pas que ça ait augmenté, c'est plutôt les estimations qui se sont affinées. Et une empreinte écologique sur Terre, c'est-à-dire la surface d'eau et de terre utilisée par habitant, qui a été multipliée par 50 en 150 ans. Donc ça, c'est la photocopie du bouquin, avec quand même la citation intéressante en noir, qui montre notre responsabilité dans cette affaire. Alors ça, c'est, on a ici encore l'index des populations, dont on voit qu'elle n'est pas bien partie. Et bien entendu, on connaît tous les problèmes de gaz à effet de serre. Alors ce qui est important ici, ce qui est intéressant, c'est cette allure de rupture et de montée extrêmement rapide. Parce que, bien sûr, on a eu déjà dans le passé des concentrations de gaz à effet de serre importantes. On n'a jamais eu des évolutions aussi rapides. Il faut bien comprendre que cette rapidité d'évolution qui caractérise notre civilisation actuelle est pernicieuse en elle-même, pathogène en elle-même.
Donc il y a eu une tripotée d'accords internationaux avec des objectifs d'acter pour arrêter l'érosion de la biodiversité et cet accroissement des gaz à effet de serre. De notre côté associatif, on a une bonne cinquantaine d'années de lutte absolument acharnée et fatigante pour la préservation de la nature, et tout ça est un échec. Les évolutions désastreuses se poursuivent comme si de rien n'était, ou presque. Et donc il faut quand même à un moment donné se poser des questions, et même pour nous, associations, se demander s'il ne serait pas temps de changer nos modes d'action. Et changer le mode d'action, c'est effectivement ne plus considérer l'expression d'un système qui détruit la nature, mais bien le système lui-même. Et ce système, c'est la dynamique de la société qui s'organise à travers sa propre culture, qui donc s'avère être en fin de course et délétère. D'où ce thème qui est le nôtre depuis maintenant une trentaine d'années, qui est celui de la métamorphose culturelle, à savoir que ça ne sert à rien, je le dis tout de suite, on va le reprendre, mais ça ne sert à rien d'aller sauver telle zone humide ou tel petit oiseau. C'est bien de le faire parce qu'il y a des urgences, mais si on ne change pas le processus qui mène à cette destruction, eh bien, on perd notre temps parce que de toute façon, ce sera détruit et nous avec. Alors, disons tout de suite que cette métamorphose culturelle n'a pas du tout l'intention, mais vraiment pas, d'être ni une solution ni une recette. Il s'agit d'être un mouvement, une ouverture, et une ouverture dans le paradigme dominant. Alors, le terme de paradigme n'est pas forcément dans le domaine courant, et on va essayer de comprendre ce que ça veut dire. Alors, je me souviens quand j'étais gamin, je discutais avec mon grand-père qui était matheux, et un jour il me disait, nous on fait des calculs en n dimensions de l'espace. Alors moi ça m'a fait hurler de rire, c'est pas parce que quand on a 13 ans on confie de certitude, et je lui dis, c'est complètement idiot, puisqu'il y a des murs tout autour de nous, un plancher, un plafond. S'il y avait une quatrième dimension, même pas elle, je pourrais sortir et je peux pas, donc ferme-la et va jouer. Et il me sort ça en disant, voilà, je fais un petit être en 2 dimensions, je fais un trait autour et je lui dis, sors. Et il me dit, c'est idiot, quoi, j'ai un mur au-dessus, machin, je peux pas. Et à ce moment-là, hop, je le sors. Et tout ce qui verra ce trajet, c'est que des couches en bidimension. C'est-à-dire que on est dans un espace de pensée, déjà quand nous naissons, nous acquérons la normalité, tout ce qui va constituer notre perception constitue la normalité, qui évolue ensuite, mais elle marque notre individu, et nous avons un regard sur le monde qui est fonde le monde, qui va être et qui fonde notre être même. Et par conséquent, ce paradigme, il a l'air d'être définitif, c'est-à-dire qu'on a l'impression que rien d'autre n'est possible, et il est justifié par nature sans même qu'on ait à l'interroger. Alors la culture est un paradigme global dans lequel nous naissons, dans lequel nous apprenons à construire le monde, et il est évident que c'est très difficile de faire des ouvertures dans cette culture pour aller vers une autre, et c'est très déstabilisant, et je le dis tout de suite, un des risques de l'époque moderne, qui de toute façon va voir une évolution massive de la culture, eh bien c'est l'émergence de violences réactionnelles par perte de repères, pour parler café du commerce. Et nous, écologistes, je pense que le premier devoir que nous avons,
c'est de travailler à la prévention de la violence réactionnelle. Ça paraît curieux, mais on ne sauvera pas les zones humides. On ne fait pas d'études d'impact avant de balancer un missile. Hein. Voilà. Alors, on va entrer un peu dans le vif du sujet avec cette courbe que certains d'entre vous ont déjà vue une vingtaine de fois, parce que ça permet d'aborder les sujets de fond. Et on voit que c'est une exponentielle, c'est même ce qu'on appelle une surexponentielle. Alors, ce n'est pas un terme mathématique, hein, surexponentielle. Ça veut dire que le taux de croissance, il est croissant. C'est-à-dire que ça va encore plus vite qu'une exponentielle. Et ce qui va nous intéresser tout de suite, on y reviendra à cette courbe, ce qui va nous intéresser, c'est ça. Vous voyez, là, on a une grosse encoche qui est la peste noire, qui a donc dévasté complètement l'Europe. Hein, et alors, on pourrait se dire, ici, on va repartir de là. Or, pas du tout, vous voyez, regardez. Vous avez la réparation qui se perd, et la courbe, dans sa dynamique globale, n'est pas changée du tout. Numériquement bien sûr. L'impact de cette épidémie n'a rien changé. Si on prend les guerres, par exemple, ici on a, ça c'est plus les chiffres, mais c'est de population, mais c'est le taux de croissance, et on voit que pendant la guerre 39-40, on a évidemment un gros déficit, mais regardez, ça monte presque vertical, et vous rattrapez la dynamique. C'est le baby-boom dont moi je suis issu, comme certains ici, qui est devenu le baby-boom, mais il corrige absolument le déficit de population, de même pour les guerres au Vietnam, etc. On a un rebond, et ce qui est intéressant, c'est que les couples, pas les couples d'ailleurs, se sont pas interrogés en disant, attendez, il manque tant d'enfants, etc., on va les faire. Non. Le système se répare et nous sommes dans une dynamique qui guide largement nos actes sans même qu'on s'en rende compte, et cela paraît naturel. Et on voit cette résilience systémique. Résilience, là, ça c'est la résistance, c'est-à-dire quand je tape, ça ne change pas. La résilience, c'est plutôt comme une balle, c'est-à-dire que ça se déforme, mais ça reprend sa forme. La résilience systémique, c'est plus complexe que la balle de caoutchouc, mais ça veut dire en gros que la dynamique du système, elle, retrouve son cours après perturbation. Et ça va être très important. On a par exemple ici aussi, dans un exemple qui a été très très accidenté, qui est l'histoire de la Chine, qui est vraiment un truc qui est plein d'épidémies, de guerres épouvantables, enfin c'est une horreur. On a quand même cette dynamique qui reste certes très perturbée, mais qui arrive à résister malgré tous ces impacts. Alors c'est très important cette résilience. Pourquoi? Je disais tout à l'heure, si on s'occupe de tel petit oiseau ou de tel papillon qui est en voie de disparition, on peut faire une encoche dans le système. Prenons par exemple la nouvelle technologie, les OGM. Chose qui m'intéresse beaucoup. On éradique les OGM, il n'y en a plus. Eh bien, on a juste sauté une étape technologique. Et c'est ce qui se passe maintenant. C'est ce qui se passe, par exemple, avec CRISPR-Cas9, vous voyez, où on fait de l'édition de gènes. Alors, vous voyez l'image, le terme édition de gènes, toute la psychiatrie qui est derrière, quoi. Non, mais c'est important, c'est un délire, c'est du délire. Bon. Mais donc, eh bien, oui, admettons, il n'y a plus d'OGM, c'est pas tout à fait vrai, mais enfin, on a quand même quelques succès, mais ça n'impacte en rien l'évolution des biotechnologies, et maintenant on est passé à l'édition de gènes, et puis on ne risque pas de l'arrêter comme on l'a fait pour les OGM. Donc, cette résilience systémique est importante à comprendre pour nous, l'association, parce qu'encore une fois, et vraiment j'insiste, ça ne sert absolument à rien de s'intéresser à l'expression d'un système
si on ne va pas chercher ce qui génère l'ensemble des nuisances qui nous mobilisent. Alors, si j'insiste un petit peu sur l'aspect technique, c'est que, eh bien, je vais quand même, je pense, choquer pas mal de monde, hein, je suis désolé, mais le principal système qui est l'outil de destruction de la vie sur Terre, c'est la technoscience. C'est ce développement exponentiel de la technoscience. La courbe démographique que j'ai montrée, c'est le reflet de la croissance de la technoscience, qui permet ce développement et qui règle la démographie sur Terre. Et c'est une évidence, mais elle est fortement niée et du fait de la place qu'occupe la technoscience dans la culture occidentale. Vous voyez qu'on commence à aborder les problèmes culturels. Et sachant aussi que c'est le moyen de propagation mondiale de cette culture. C'est-à-dire que la technoscience est l'instrument qui a servi à la colonisation du monde par la culture occidentale. Donc c'est vraiment sacré, cette technoscience, et on essaye de rejeter cette évidence de leur rôle essentiellement destructeur, je dis bien essentiellement destructeur. Alors on dit, il y a une connaissance qui est pure et désintéressée, qui est la science, et qui est belle, et encore une fois pure, hein, et tout ce que ça peut, encore une fois, avoir de consonance psychanalytique. Et puis, il y a la technique, et la technique, elle peut être bonne ou mauvaise selon les usages humains faillibles qui en sont faits. Alors, pourquoi est-ce qu'on refuse? Mais avec violence, hein, moi je peux vous dire que je suis agressé lorsque je dis ça, surtout dans les sociétés savantes. Souvenir d'une séance à l'Académie des sciences qui a été un peu houleuse. Pourquoi est-ce qu'on refuse de remettre en cause la science alors que quand même c'est évident, quoi. Les problèmes que nous vivons sont d'origine technoscientifique. Eh bien parce que culturellement la science est bonne a priori. Je dis culturellement, c'est de la culture occidentale, hein, et on reverra tout à l'heure cette affaire des a priori qui est très importante. Mais en voilà un qui est vraiment lourd et qui pèse dans toutes nos vies et dans toutes nos décisions. Et surtout qu'actuellement, cette science, avec un grand S, hein, elle a acquis un statut de religion. Et c'est très important de le comprendre. Il y a tout l'appareil des religions, les rites, et vraiment, ça a été très bien décrit ça par Mathieu Kalam dans un bouquin dont j'ai oublié le titre, mais vous pouvez le retrouver sur Internet assez facilement. Parce que Mathieu Kalam étant religieux, lui c'est plus facile de faire ce parallèle. Et on est de plus en plus dans un scientisme qui a ce statut religieux, et donc ceux qui critiquent sont à brûler sur un bûcher. Alors pourquoi est-ce que je dis technoscience? Alors, disons tout de suite, il ne s'agit pas d'être pro-science ou anti-science. Hein. Voilà. Ça n'a aucun sens d'être anti-science ou anti-science. C'est vrai, il s'agit simplement d'avoir un regard critique, de regarder comment ça fonctionne, et d'être un peu plus, de se débarrasser de ces oripeaux religieux qui viennent perturber le débat extrêmement favorable. Donc pourquoi technoscience? Eh bien parce que on peut distinguer bien sûr la science du savoir. Alors déjà on peut s'interroger sur ce que c'est que le savoir, hein. Savoir si c'est la connaissance de quelque chose ou si c'est un modèle qui nous convient, d'une réalité qui par essence est inconnaissable. Voilà déjà deux choses importantes. Et puis on distingue la technique et le savoir-faire. Mais en fait, si on prend l'histoire des sciences,
les hypothèses qui servent à progresser, elles proviennent aussi bien du savoir que de la technique. Pour progresser dans le savoir, il faut de la technique. Quand Pasteur découvre les microbes, c'est parce qu'il a un microscope. Moi, j'étais justement microbiologiste, c'était mon premier métier, il y a longtemps. Et je travaillais avec des tubes en verre et des lames avec un diamant, et on travaillait, ça prend un temps fou, ça prenait beaucoup de place, tout ça. Et puis il y a des mecs qui sont arrivés avec du plastique et du marqueur à feutre, ça a multiplié par 10, savoir ce qu'on pouvait faire en temps. Hein. Bien entendu, la technique est absolument nécessaire pour faire avancer les connaissances. Donc on a une intrication complète, aussi bien au niveau théorique qu'au niveau pratique, entre la science et la technique, et les distinguer est totalement artificielle, sauf, je vous dis, au niveau théorique, effectivement, l'une c'est la connaissance et l'autre le savoir-faire. Ok, dans la pratique, c'est une seule dynamique. Et c'est important de le comprendre. Alors, on reconnaît donc l'impact que peut avoir la technoscience sur notre capacité à survivre dans le monde, puisque c'est quand même ce qui est en jeu. On reconnaît aussi que si on arrêtait la technique, drôle d'idée, d'abord, qui pourrait faire ça? Et d'autre part, ce serait une catastrophe immédiate, parce que nous nous sommes co-construits avec, et il y a une dépendance extrêmement forte de notre vie de tous les jours avec la technique, et donc cette idée d'arrêter la technique est juste absurde. Alors ce qu'il nous faut quand même, c'est un moyen d'évaluation pour essayer d'aller un peu moins dans le mur, un peu moins vite. Je pense que ça fait partie de la dynamique de la métamorphose culturelle, même si on est à un niveau pratique. Je dis ça parce que il ne faut pas se contenter d'un seul niveau. La complexité touche l'ensemble des niveaux qui œuvrent de concert. Alors, évaluer, qu'est-ce qu'on fait d'habitude? On fait de l'évaluation analytique, causale, on dit ça, on regarde, on fait telle chose, on dit qu'est-ce que ça va faire, et ça on peut répondre oui sur un objet qui est là, local, et que l'on a estimé être pertinent. C'est ce qu'on fait dans l'évaluation habituelle. Mais le problème qui nous occupe, c'est est-ce que quand on crée une nouvelle technique, on va se mettre en péril, c'est-à-dire est-ce que le système global, probablement le plus grand système qu'est l'écosphère, est-ce qu'on va le perturber d'une telle façon qu'il ne va plus nous accepter? C'est ça le grand sujet qui est actuellement. Hein. C'est pas de savoir si ça donne le corps au pied ou si ça donne des cancers au petit rat. Évidemment, c'est important de savoir ce que donne le cancer. Mais bien plus important, c'est de savoir si on se met en péril. Donc nous, on a proposé ce qu'on a appelé l'évaluation globale. Parce que on s'adresse donc à des milieux qui sont hyper complexes et dans lesquels la méthode analytique est en défaut complet. Et donc on dit, bah, comme on ne peut pas répondre, on ne répond pas et on oublie. Et c'est pas ça qu'on demande. Nous on dit, répondez aux questions qui sont essentielles et qui nous concernent. Donc on propose une évaluation globale. La démarche est radicalement différente de l'évaluation classique. C'est-à-dire qu'on ne dit pas, maintenant si on fait quelque chose, qu'est-ce que ça va faire? Ça on ne sait pas, on ne saura jamais. Trop complexe. Mais on dit, si on fait quelque chose, est-ce qu'on touche à l'organisation du système qui nous concerne? Alors on ne sait pas comment il va réagir, mais on sait qu'on va toucher quelque chose qui est important parce qu'on touche l'organisation même de ce système. Alors là-dessus, on a fait un boulot pour le précédent ministère de l'écologie avec un certain nombre de partenaires et on a mis en place un protocole, une méthode. Alors là, on a, je vous cite, là, c'est un bouquin de Catherine Larère qui va s'appeler, voilà, c'est les bulles technologiques, voilà, dans lequel elle fait une très bonne description de notre approche, en se trompant juste sur le prénom du co-auteur, mais c'est pas grave. Et ce travail, alors actuellement on le repropose
au ministère de Nicolas Hulot, et on pense qu'il faut absolument arriver à développer cette nouvelle voie d'approche de l'évaluation et pas se cantonner à une évaluation qui ne répond pas aux problèmes essentiels du monde moderne, qui est effectivement notre propre survie. Alors, ce qu'on a obtenu comme résultat, qui est quand même déjà intéressant, ce sont des tout à fait préliminaires, mais que ce qui est vraiment essentiel pour que quelque chose soit organisé, c'est qu'il y ait une restriction mais majeure, drastique, mais incroyable, dans ce qui est possible. Et ce qu'on remarque, c'est que dans la justification des techniques modernes, eh bien justement la transgression d'une limite naturelle est un élément justificatif. C'est-à-dire on dit « Ah, on va pouvoir faire ce qu'on ne pouvait pas faire avant ». Ben oui, mais ce qu'on ne pouvait pas faire avant, c'est une restriction qui justement permet l'organisation du système. Ah! Alors nous, on dit ça par exemple pour les OGM, il y a une restriction dans la diffusion des séquences, c'est pas une limite d'espèce, hein, mais c'est extrêmement restreint, tous les échanges sont restreints, même les échanges d'ADN, eh bien, on nous dit, waouh, c'est super, on peut passer outre. Ah non, justement, cette restriction-là est ce qui permet l'organisation du vivant, et donc, alerte. Vous voyez que déjà, on arrive à des résultats qui sont intelligibles et intéressants pour la décision. De même, nous avons montré que l'historicité est un caractéristique épistémique de tout être, qu'il soit artificiel ou naturel. C'est-à-dire aussi bien dire le poids, la couleur ou n'importe quoi, tout ce qui va caractériser un objet est caractérisé aussi par son historicité. OGM, pareil, vous prenez une séquence quelque part, vous la mettez ailleurs, vous faites une rupture d'historicité sans vous soucier des conséquences que ça peut avoir. On fait un parallèle, c'est des plantes invasives. Vous prenez une plante en Chine, vous la mettez ici, clac, parce que vous en foutez, parce que l'historicité ne fait pas partie des préoccupations habituelles, et on connaît le résultat. La deuxième cause de l'effondrement de la biodiversité, ce sont les plantes invasives qu'on a foutues n'importe où. Ouais, prenez là, par exemple la pyrale du buis, là c'est un petit exemple qui parle. On a pris un papillon qui vient de Chine, je crois, hein, je sais plus. Ouais. Et on le colle ici, ben, il n'est pas dans son milieu, il y a une rupture d'historicité qui met en péril l'organisation même du système. Donc vous voyez c'est une approche qui est vraiment très très différente et qui, à mon sens, répond. Alors évidemment, il faut la développer, hein, et on ne va pas la développer nous tout seuls. On va lancer un mouvement de pensée qui aborde des questions qui sont fondamentales pour nous. Alors, autre niveau un peu plus général concernant la technoscience, j'insiste un petit peu parce que culturellement, c'est vraiment un pilier très important et également au niveau pratique, ça a des conséquences qui sont extrêmement importantes. Pourquoi est-ce que la technoscience est-elle destructrice? Et nous disons essentiellement destructrice, c'est pas par un mauvais usage, parce qu'on dit toujours, mais c'est un mauvais usage. Mais si c'est un mauvais usage, on remarque que partout où elle est utilisée, c'est-à-dire quand on a culturellement colonisé une partie du monde, eh bien, les gens adoptent la science, la technoscience, et ils détruisent. Alors s'il y a toujours un mauvais usage, il y a un problème, de toute façon. Mais ce n'est pas un mauvais usage. Il y a un biologiste qui s'appelle Theodosius Dobzhansky qui a dit qu'en biologie, rien n'a de sens en dehors de l'évolution. Et je pense qu'il a profondément raison, nous sommes issus de l'évolution, il faut tout repenser dans ce cadre, puisque c'est celui qui nous donne la possibilité d'être. Or, l'évolution, la vie évolue, elle évolue sans intention. Elle évolue. En tout cas, il n'y a vraiment aucune raison qu'on ne puisse lui en prêter une, elle n'en a pas besoin. Elle évolue et même pas l'intention de se maintenir. Mais tout être qui naît, qui va arriver dans ce milieu complexe, va être en lien avec le reste immédiatement, et ce reste, la dynamique globale, va lui permettre de survivre ou d'éliminer. Et ceci à travers une quantité absolument astronomique de liens. Alors que nous, lorsque nous avons un projet, nous cherchons à atteindre
ce projet, c'est-à-dire que nous avons une intentionnalité qui n'est pas issue de la dynamique de l'évolution. Et si après on voulait aller vérifier la cohérence de chaque lien avec le reste du système, on serait juste submergé par le nombre de possibilités qui existent. Donc nous sommes dans l'incapacité essentielle d'évaluer, encore une fois analytiquement, l'ensemble de ces liens. Donc on voit bien la différence qu'il y a entre une diversité qui va naître spontanément dans un système complexe dont il est issu et membre, avec un être créé intentionnellement, un être naturel, un être vivant ou artificiel. Et on me dit, mais oui, mais l'homme est essentiellement intentionnel, il a toujours été, et puis des animaux aussi, et je suis d'accord. Mais il y a une question de quantité, et nous avons vu tout à l'heure, avec cette courbe, qu'on est sur des processus exponentiels. Et ici, c'est du semi-log. C'est-à-dire que si on voulait le représenter à la même échelle que les x pour l'y, on dépasserait le plafond. Et donc, la quantité joue. Et j'ai l'habitude de dire, prendre une gramme sur la tête et prendre une tonne sur la tête, c'est pas pareil en plus. C'est un autre phénomène qui mobilise d'autres relations. Et donc, cette quantité d'intentionnalité introduit dans le système, encore une fois, l'écosphère, ou des systèmes complexes plus petits, de l'aléatoire, et un peu d'aléatoire, les systèmes non seulement sont accommodes, mais en ont besoin pour vivre, mais beaucoup d'aléatoires désorganisent le système. Donc, cette croissance technoscientifique, ce n'est pas tellement telle ou telle invention, mais c'est ce processus technoscientifique, une croissance exponentielle, qui est destructrice par essence. Bon, alors on reprend ici notre réflexion sur la culture et sa métamorphose. Vous aurez commencé à comprendre que ce qu'on appelle culture ici, ce n'est pas la connaissance extensive des œuvres de Paul Valéry, ni de gagner à tous les coups au jeu des 1000 euros. C'est une acception du terme culture, où quelqu'un est cultivé parce qu'il sait autre chose, mais ici, par culture, on désigne tout ce qui permet de vivre ensemble dans une communauté donnée. Et ça, c'est très important. C'est le vivre ensemble est soutenu par une culture qui génère cette communauté. Dans cette culture, oui, il y a Paul Valéry, mais c'est se dire bonjour. Hein. Se dire bonjour, respecter une certaine distance physique, avoir des références littéraires ou culturelles communes, avoir des contes pour enfants communs, et des comptines aussi. C'est une chose qui m'a frappé, parce que quand on est arrivé en Nouvelle-Calédonie, qui est une colonie française, on a l'impression qu'on a la même culture avec les oreilles, enfin c'est pas les oreilles, avec les caldoches plutôt, et puis on tombe sur des tas de trucs, parce qu'ils n'ont pas les mêmes contes enfantins, ils n'ont pas les mêmes, et on s'en rend absolument pas compte entre eux, que ce sont des références constantes, c'est assez drôle, c'est pour ça que je cite. Donc c'est plein de choses qui font notre communauté, et on en reverra d'autres. Et bien entendu, lorsqu'on mondialise cette culture, on a des déformations qui se produisent. Hein. C'est pas un copier-coller. Et cette évolution, donc, et cette mondialisation de la culture, c'est un de nos thèmes, c'est un des thèmes de la métamorphose culturelle, parce que c'est important justement de comprendre comment tout cela peut évoluer. Alors, on reprend notre population mondiale depuis le néolithique, qui nous sert, c'est une courbe un peu théorique, c'est pas seulement, c'est un peu la courbe qui est le témoin de l'évolution des sociétés. Alors on voit qu'on a un temps extrêmement long, dans lequel il ne se passe pas grand-chose au niveau quantitatif.
Et c'est dans cette période-là que se forge notre culture essentiellement. Parce qu'on a d'un côté, on peut dire 20 000 ans, quoi, pour ne pas remonter jusqu'au 1,5 million d'années. Il y a 20 000 ans, c'est la révolution néolithique. Hein, c'est vraiment, on est dans notre culture, les grandes mutations ont été faites. Et donc pendant 20 000 ans, quoi, on vit ensemble, on se construit un univers, et puis en presque rien, on arrive à la période moderne par cette accélération fantastique. Donc dans cette période extrêmement longue, eh bien demain ressemble à hier. Donc ce qui a marché va marcher. Et logiquement, on est extrêmement conservatif. On empêche l'innovation et la coutume est validante. On va valider parce que on l'a toujours fait, donc c'est validant. Et ce qui est assez amusant, c'est que la coutume reste validante dans un monde qui n'a plus rien à voir au niveau de son évolutivité, où demain n'est absolument pas comme hier. Et c'est assez drôle, on va reprendre les nouvelles technologies. Alors on conteste, on dit vous faites n'importe quoi avec les OGM, et la réponse c'est ah mais on a toujours fait des OGM, hein. Cro-Magnon il faisait des OGM, enfin. On a toujours fait ça. Et puis là maintenant, CRISPR-Cas9, c'est comme les mutations naturelles, hein. C'est-à-dire toujours la culture reste validante dans un monde où ça n'a plus aucun sens. Je ne parle pas de la chasse, évidemment, qui est un exemple caricature. Dans l'évaluation des OGM, il y a la longue expérience de l'innocuité. Comme si le reste du monde, l'innocuité, c'était une propriété d'un être. Quoi. Le reste du monde peut changer, ça ne changera jamais le comportement du maïs ou du blé. Comme ça. Et par contre, il y a eu un changement, et ce changement il est nécessaire pour que cette évolution prenne son envol, c'est que l'innovation devient tolérée, et puis elle devient bien a priori. Actuellement, si vous arrivez et dites « Ah, mais mon produit est innovant », alors dans l'évaluation, vous avez plus. C'est exactement ça. Moi, j'ai fait de l'évaluation, puisque j'ai été membre des commissions d'évaluation des OGM. On avait une grille et quand c'est innovation, c'est plus. Voilà. Le produit n'est pas innovant, il n'est pas. Et donc on a vraiment là une inversion, et là on reverra peut-être ça avec notre ami préhistorien, parce que c'est un point important. On peut montrer que, enfin on peut supposer en tout cas, que l'innovation était contrainte et mal vue, disons, dans les temps préhistoriques, comme d'ailleurs dans les sociétés animales où quand un chimpanzé, bébé chimpanzé innove, il est mal vu, il est mis à l'écart de la société. Enfin, ça ne se passe pas, c'est pas quelque chose qui est positif. Bien, alors dans cette très longue période, eh bien, on va se forger une grosse partie de notre culture, et notamment les a priori et les désirs. Le désir, c'est très important parce que c'est ce qui va nous faire agir. Et donc nous sommes très intéressés, on s'intéresse beaucoup au désir, et on devrait s'intéresser aussi aux peurs, mais on ne l'a pas fait parce qu'on n'a pas le temps. Mais s'il y a des gens qui s'intéressent, et le désir d'assassiner son voisin, c'est mal, et donc c'est réprimé culturellement. C'est mal parce que, évidemment, ça va altérer l'harmonie sociale. Donc c'est mal. Par contre, il y a certains désirs qui n'ont pas de conséquences pratiques. Du fait qu'ils ne sont pas réalisables. Et donc, sont intégrés. On a envie d'aller sur la Lune. Quand on s'appelle Cro-Magnon, assis sur son silex, on ne va pas loin. Donc, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Oui, on va avoir envie d'aller sur la Lune. On va avoir envie de détruire tout ce qui gêne. Il y a les moustiques qui piquent, moi j'ai vraiment envie de détruire. Je ne peux pas. Donc, ce désir est validé. J'ai envie de détruire toutes les mauvaises herbes qui embêtent mon jardin. Aucun problème. Et on se retrouve maintenant dans un monde qui est totalement différent, avec des moyens qui sont totalement différents, et bien avec des désirs qui sont justificatifs, parce qu'ils sont validés culturellement, et qui sont approchables ou réalisables.
nous pouvons détruire les mauvaises herbes, nous pouvons détruire les moustiques. Nous avons actuellement des programmes qui visent à éradiquer des espèces de moustiques. Éradiquer. Par le gen drive, par le forçage génétique. Qui heureusement ne marche pas aussi bien que l'on pensait. Et tous ces désirs, j'en cite un autre, vivre éternellement et éternellement jeune, eh bien c'est un sacré moteur dans la justification, là aussi, de l'évolution technoscientifique. C'est même naissance, ce qu'on appelle le transhumanisme, qui est une voie qui est trop ignorée du public, qui mobilise des sommes absolument considérables pour son développement, et qui très insidieusement prend place dans notre culture. Et je vous signale quand même que, par exemple, Google, c'est une entreprise qui a été montée par des transhumanistes et qui continue à engager des transhumanistes et qui finance une recherche de l'importance transhumaniste. Google, c'est pas absolument rien au niveau de la puissance et aussi du contrôle des consciences. Bon, je passe sur tous ces problèmes. Vous voyez, on ouvre des portes, là, surtout on ne traite pas les choses, on ne fait qu'ouvrir des pistes de réflexion qui rentrent dans le cadre de notre réflexion globale sur cette métamorphose culturelle, qui est quelque chose d'extrêmement complexe. Si on prend quand même ce qui permet d'allonger la durée de vie, c'est là encore, je vais choquer plein de monde. On a un truc, ça permet d'allonger la durée de vie, c'est validé et c'est une évidence. C'est une évidence, et non seulement c'est validé, mais c'est validant pour les techniques qui lui donnent naissance, même si ces techniques font autre chose. Ça, c'est la force des a priori, dont on parlera tout à l'heure. Ces a priori culturels, dont on voit ici l'origine, qui est très ancienne, qui est très ancrée dans notre culture, est absolument clair et indiscutable que si on allonge la durée de vie, eh bien c'est bien. Alors je ne dis pas que c'est mal, je dis juste que c'est un a priori et qu'il ne faut pas le prendre comme bien a priori. Et puis il y a un autre désir très très profond, et là je vais me faire haïr. Le désir très très profond, c'est croître et multiplier. Il est bien évident que dans cette période extrêmement lente, croître et multiplier, c'est nécessaire pour pouvoir survivre. Mais maintenant, c'est un problème. Et un problème très grave. Et donc, cet a priori culturel, je vous garantis qu'il est d'une force absolument gigantesque, vous devez le constater facilement. Or, c'est un a priori qui lui aussi doit être tempéré au sens, pas tempéré, c'est pas le terme, mais c'est-à-dire que le bien a priori ne peut plus s'appliquer. Ce qui ne veut pas dire non plus qu'il est mal a priori, encore une fois. On n'a pas de jugement à porter maintenant, et dans l'immédiat, on se rappelle ce que disait Baptiste Lanaspez, nous n'avons pas encore les moyens de trancher. Ce qui est important vraiment de comprendre, c'est le côté violent de cette évidence. Et ce caractère violent de ces évidences, elle est à la base des décisions que nous prenons. Et donc, finalement, de l'accélération de ce processus qui s'autogénère. Alors, toujours à propos de cette allure de cette courbe, et du caractère surexponentiel, vous avez à droite, c'est le taux de croissance, vous voyez, donc ça va encore plus vite qu'une exponentielle. Il y a une constatation, c'est qu'on ne va pas à l'infini dans un monde fini. Et ça me paraît quand même assez évident, et je n'arrive pas à comprendre pourquoi on nous dit qu'il faut de la croissance, machin, etc. Non seulement de la croissance économique, mais de la croissance. Il faut que tout soit en croissance. C'est logique, puisque cette civilisation, tout est en croissance. C'est bien d'accord. Mais ce n'est pas un bien, ce n'est pas à favoriser. Et on ne peut pas aller à l'infini dans un monde fini. Donc,
En plus, cette croissance génère des besoins en ressources qui ne sont pas inépuisables. Et encore une fois, on est dans du logarithmique, donc c'est un truc monstrueux. Et en plus, la mobilisation des ressources qui sont nécessaires à cette croissance tous azimuts, ces ressources génèrent des gaz à effet de serre et ainsi de suite. Donc on est vraiment dans une boucle mortifère complètement suicidaire et qui est valorisée partout. Et partout, on dit qu'il faut favoriser ce mouvement, encore une fois, par l'innovation. Donc de toute façon, on constate que l'évolution de la culture occidentale, mondialisée encore une fois, est délétère et détruit la vie sur Terre, mais de toute manière, qu'on le veuille ou non, elle s'achève. Et elle s'achève bientôt. Encore une fois, il suffit de faire un tout petit pas et on est à l'infini. Il y a un mec qui a fait ça, c'est un grand mathématicien, c'est Heinz von Förster, c'est l'inventeur de la deuxième cybernétique, c'est une grosse tête. Et il a dit, on va prendre l'équation de la courbe qu'on vient de voir. C'était un petit peu avant, parce que ma courbe est plus vieille. Lui, il publie ça en 1960, vous voyez, dans Science, grand journal, 1960. Et il dit Doomsday, c'est-à-dire Apocalypse. Apocalypse, alors il déconne un peu, parce qu'il dit, voilà, le vendredi 13 novembre 2026. Pourquoi? Parce que son anniversaire en 2026, c'est un vendredi 13 novembre. C'est pour ça qu'il a dit ça, c'était un petit rigolo, c'est une façon de dire, c'est une façon poétique de dire, ok, on donne un résultat, il n'a pas valeur par lui-même, il a valeur par son sens. Voilà. Pourquoi? Parce que voilà, l'équation, elle est là. C'est 2 10 puissance 11, donc exponentielle, mais divisé par 2026 moins t, quand on est en 2026, ça vaut 0 et on est à l'infini. Donc ça veut dire, vous voyez, voilà, en fait, il y a un écart-type de 5,5 années, ça fait donc de 2021 à 2032, on sait qu'on ne peut pas y arriver. Et c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire on ne peut pas, c'est pas possible. Et donc il va se passer quelque chose. Et alors ce quelque chose, il peut être intéressant ou catastrophique. Alors ça, par contre, c'est notre boulot. Et c'est un peu le thème d'aujourd'hui. C'est est-ce que là où on va, et on y va, vous voulez pas, c'est pas le problème, on y va. Est-ce que, voilà, on va transformer ça en une fête fantastique ou dans une catastrophe épouvantable? Alors, si on reprend aussi là je vous ai pris quelques exemples d'évolution de trucs significatifs, vous voyez on n'est pas non plus quand même dans des mathématiques. Je ne voudrais pas donner l'impression que la société obéit à un déterminisme horloger. C'est une tendance à cette croissance qui va se faire de manière plus ou moins régulière, mais alors de façon assez massive. Parce que vous voyez, on a plein d'autres paramètres. Je pourrais vous en balancer comme vous en voulez. Cette croissance est absolument omniprésente. Donc il nous reste quelques petites choses à faire. Qui sont la notion d'a priori culturel, et pour nous c'est quelque chose qui est très important, on a déjà parlé, mais c'est vraiment des choses qui sont là avant, c'est-à-dire qu'on commence à réfléchir avec les a priori, et on ne les regarde pas, parce qu'ils nous permettent de voir. Donc pour voir ses yeux, il faut un miroir, on ne peut pas voir ses yeux, donc c'est un peu la même chose. Un peu la même technique, et c'est ce qu'on fait, c'est qu'on cherche des miroirs pour rechercher les a priori culturels et les mettre à jour. Encore une fois, ça ne dit pas de dire sont bons, sont pas bons, c'est les mettre à jour. L'autre chose, c'est l'évolution de l'éthique générale, qui est une grande composante de l'évolution, évidemment, culturelle. La notion d'émergence, qui est fondamentale aussi pour comprendre le phénomène dont on parle. Et puis on n'aura pas du tout le temps, je ne sais pas si on aura le temps d'aborder le reste d'ailleurs, on n'avait sûrement pas le temps d'aborder la question de l'individu et du soi, mais c'est un thème majeur de la méthodologie culturelle sur lequel je vous invite un jour, bon je vous invite pas, enfin, il faut remettre tout ça en question, c'est vraiment fondamental, parce que c'est l'individu qui parle et qui regarde et qui crée le monde. Bon. Donc si on ne s'intéresse pas au soi et à l'individu, c'est pas tout à fait pareil, eh bien, je ne sais pas,
on rate quand même l'essentiel du sujet. Bon, il y a plein d'autres choses, mais on ne peut pas évidemment tout aborder ici, on essaie juste de donner quelques points. Et ces grands points, on a, ça, il y en a pas mal qui connaissent déjà ce truc-là, évidemment, c'est l'a priori culturel. Alors je vous montre ici une chaîne de caractères, et je dis, si je rajoute un caractère à cette suite de caractères, ce sera quoi? Alors normalement, si là je vous pose la question, ouais, il y a la table, il y a l'astuce, je ne vais pas me faire. Bon, non, dans la vie courante, vous faites tout le temps ça. Hein. Vous faites tout le temps ça. Ça fait une induction. Si vous n'êtes pas capable de le faire, vous avez besoin d'une personne pour vous assister dans la vie, sinon c'est pas possible. Hein. Et bien sûr, la réponse est A. Sauf que je n'ai pas dit dans quel sens ça se lisait. Et ça, c'est un a priori culturel. Et vous voyez bien que si on était obligé de dire à chaque fois qu'on se dit bonjour, répéter toute l'histoire du monde pour arriver à trouver des trucs communs, ce serait infernal. On a absolument besoin de cette culture qui nous permet de communiquer rapidement entre nous et d'une façon conséquente. Donc c'est pas du tout une critique, mais il faut comprendre qu'en ce moment, comme on est en train d'aborder le changement en culture, eh bien il faut se pencher sur ces a priori qui nous semblent complètement évidents et qui sont permissifs. Et en plus, ils sont permissifs, mais ils sont aussi permissifs d'un jugement. Parce que le mec qui, lui, dans sa culture, lit dans l'autre sens, de droite à gauche. Bon, les Arabes, les Juifs, par exemple, il y en a sûrement d'autres. Ben, lui, très naïvement, c'était, et c'est un con. Il ne sait même pas faire ça, alors qu'il a raison. Voilà. Donc, et oui, il faut comprendre, essayez maintenant d'élargir ça à tous les cas où on a où on se sert de ces a priori. Et ça, c'est un truc que nous on a beaucoup vécu, parce qu'on a beaucoup voyagé, et c'est massif. C'est-à-dire que si vous estimez que votre culture est la seule possible, tous les autres sont vraiment des cons. Et c'est fabuleux. Et c'est vraiment ces a priori qui sont à l'origine de nos compréhensions interculturelles. Par exemple, j'ai été absolument frappé par le fait qu'en Afrique de l'Ouest, vrai n'a pas le sens de vrai chez nous. Or, c'est le même mot. Donc, quand vous demandez à quelqu'un est-ce que c'est vrai, ben, il répond. Enfin, il répond parce qu'il sait comment. Il connaît votre culture à vous. Mais si c'est salé, il va répondre des trucs qui sont aberrants pour nous. Pourquoi? Parce que vrai n'a pas le même sens. Mais un truc comme ça, c'est fondamental. Vous vous rendez compte? Vérité. Quelque chose qui va être omniprésent dans l'ensemble de nos jugements, hein, bien sûr. Le jugement est vrai. Eh bien, ça varie en fonction des cultures, s'il y en a d'autres. Bon, enfin, ça. Donc, c'est vraiment des choses extrêmement importantes, ces a priori culturels. J'espère vous avoir fait juste saisir le sens que ça a à travers ce petit exemple qui est évidemment très restreint, mais je vous laisse le soin de l'étendre à tout le reste. Et on va d'ailleurs faire un petit exercice tout à l'heure sur ces a priori. Parce que ces a priori, vous avez des a priori qui sont extrêmement profonds, comme celui-là, et puis vous avez des a priori qui sont même tout à fait techniques. Par exemple, en sciences, moi je m'amuse beaucoup à ressortir des a priori, c'est-à-dire qu'on dit, ben, voilà, il y a telle affirmation, telle conclusion scientifique, on va regarder qu'est-ce qui est nécessaire pour qu'elle soit vraie dans notre mode de vérité, hein, et on va rechercher tout ce qui serait nécessaire. Là, on rigole. Et j'ai fait une communication là-dessus à l'UNESCO, qui est publiée d'ailleurs sur la responsabilité scientifique, parce que ça fait partie de la responsabilité scientifique, à mon sens, de rechercher ces a priori avant d'affirmer tout et n'importe quoi. Donc, on a une culture et on a des a priori. Cette culture forme vraiment le contexte dans lequel peut émerger un sens qui soit suffisamment commun pour une communauté. Et ça, c'est vraiment important. C'est suffisamment commun. C'est ce qui va constituer le fondement. Et c'est pourquoi il est extrêmement difficile de revenir dessus et de le mettre en évidence.
Alors, je continue juste un petit mot, parce que, pour rigoler juste, parce que, en fait, la bonne réponse, c'était pas celle que j'ai dite. Si je rajoute un caractère, c'est un espace. Regardez comment j'ai mentionné. Vous voyez, on peut rigoler beaucoup comme ça avec les autres. Bien. Éthique générale. Alors là, c'est un vaste sujet, une vaste question. Normalement, Virginie Maris est beaucoup plus spécialisée que moi sur la question. Et l'éthique générale, elle fait partie de la culture et elle en permet l'expression. C'est donc un thème qui est particulièrement important pour ce qui nous concerne. Nous, on a une conception de l'éthique générale qui n'est pas forcément celle de tout le monde, donc je la décris en quelques mots. Et on va dire que l'humain est un être assez faible, il ne voit pas, il n'entend rien, il ne sait pas courir, bref, dans la savane, tout nu, il fait 5 minutes, il se fait bouffer par un lion ou un léopard, je ne sais pas. Enfin, ça ne dure pas. Donc, il a une nécessité absolument vitale de vivre en société, c'est ce qui lui permet de vivre. Et donc on a immédiatement une hiérarchie qui est société et hiérarchiquement supérieure à l'individu. C'est-à-dire que si il y a un choix de survie, c'est l'individu qui est sacrifié. Et puis ça peut ne pas aller jusqu'au sacrifice, hein, je donne l'extrême. Mais la société est d'intérêt supérieur à l'individu. Donc l'être humain, lui, il évolue depuis la nuit, ou même avant, hein, et donc il a des instincts, et ces instincts ne sont pas forcément compatibles avec cette vie en société. Et donc pour nous, l'éthique générale, je dis bien générale, ça recouvre tout, mais vraiment tout, ce qui permet de mettre en harmonie le comportement individuel avec l'organisation sociale, ce qui permet la survie et de la société et de l'individu qui lui compose. Et tout, ça veut dire tout ce qui est explicite, mais aussi le gestuel, comme on l'a dit tout à l'heure, si je bonjour, tout ça, je fais un bis. Et le non-dit. Le non-dit, y compris ce qui ne peut pas être dit parce que ce n'a pas la nature du langage. Il faut bien comprendre que si on parle, c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas du langage qui nous permet de parler. Donc, et pour nous, l'essentiel d'une culture, elle est dans le non-dit. Et c'est là, vous avez vu dans notre appel qu'on disait que nous faisions appel aux artistes, et que c'était la place de l'artiste dans le monde moderne devait être la première place. Et bien parce que ce non-dit, et même cet indicible, qui peut le mobiliser si ce n'est l'artiste? Vous pouvez le faire à travers le langage, le poète capable de mobiliser du non-dit. Mais c'est quelque chose qui va dépasser l'explicite. Et donc voilà. Et pour ça, nous disons que cette exploration de la culture que nous cherchons à démonter, à déconstruire, eh bien, ne peut pas se faire, cette opération ne peut pas se faire sans une place essentielle donnée aux artistes. L'autre place donnée aux artistes, c'est également la capacité de faire vivre fictivement des situations qui sont dramatiques, que nous avons à connaître pour notre jugement, mais qu'on n'a pas envie de vivre. Donc on va les vivre fictivement, et ce qui va nous donner la connaissance de ce qu'on ne veut pas vivre. Et là encore, c'est une étape qui est très importante pour l'ensemble de notre comportement, des jugements et des décisions. Et alors pour ça que, disons que le drame est jugé supérieur à la comédie. Alors après, l'éthique générale, elle se décline en morale, en éthique appliquée, déontologie, tout ce que vous voulez, en règle. Et puis la religion s'en saisit, et puis s'il y en a qui échappent à tout ça, eh bien on les met en prison, on les décapite, on les brûle, on les fait en petits morceaux. Encore une fois,
ce qui est prioritaire, ça va être ce qui permet la vie de tous et la société. Et elle est prioritaire. Et elle est multiple également, cette éthique, puisque chaque individu appartient simultanément à plusieurs collectivités. On a la famille, on a par exemple, la tribu ou la nation, etc. Alors, on a donc, depuis les origines de l'humanité, une éthique générale qui est sociale. Et dans ce contexte-là, la nature, elle est supposée implicitement, on n'a pas besoin d'en parler, implicitement, culturellement, c'est partie de ces a priori dont on parlait, elle est supposée avoir une résilience infinie. Alors je rappelle qu'on parle de la culture occidentale, c'est pas vrai dans tout cas. Mais chez nous, la nature, elle est même là pour l'homme, dans certaines expressions, notamment religieuses, elle a été faite pour notre service, formellement. Et même s'il y a des penseurs, bien sûr, qui s'inscrivent en faux contre cet implicite, etc., ils n'ont pas fait culture. Je veux dire, encore une fois, cette culture commune qui fait notre vie, ils existent, ils sont lus, ils disent, oh oui, c'est bien ce mec-là, on n'en a rien à foutre. Voilà. Et on dit même, voilà, j'ai foutu le bordel, mais la nature reprendra ses droits. Reprendra ses droits. C'est pas rien, c'est pas rien. Bon, donc si on cherche à prendre en compte les impacts humains sur la nature, actuellement, c'est dans le cadre de l'éthique générale sociale. Et ça, c'est très important. Par exemple, l'enquête publique, on ne va pas abîmer la nature, puis l'enquête publique. Il n'empêche que dans la hiérarchie des valeurs, on a l'intérêt national, essayer de défendre une zone limite contre les militaires, bonjour les dégâts, la santé avec la rentabilité qui est à peu près au même niveau, et puis après c'est le travail, en dernier, c'est effectivement l'intégrité du milieu. Donc vous voyez que cette hiérarchie, c'est celle qu'on a héritée d'une éthique générale sociale. Et même si on essaye de faire des perturbations à cette éthique, eh bien, on retombe toujours quand même dans son cadre. Et c'est ce que nous faisons, nous, l'association. Ce qui m'énerve un petit peu, je le dis. Alors, au milieu du XXe siècle, eh bien, la résilience infinie de la nature, elle est plus tenable. On voit bien que, ah ben non, là, on se met en péril. Alors, il n'y a évidemment pas tout le monde qui le comprend, mais ça commence à émerger. Et l'intérêt général majeur, à ce moment-là, ce n'est plus seulement l'harmonie du comportement individuel avec l'organisation sociale. Ça reste, il faut toujours être dans l'harmonie du comportement social. Mais l'harmonisation du comportement individuel avec l'organisation sociale doit être mise en harmonie avec la nature. Puisque maintenant, l'intérêt général s'est déplacé et notre survie n'est plus seulement liée à la survie de l'organisation sociale, mais aussi au fait que l'écosphère, encore une fois, supporte notre présence. Donc vous voyez que là, on a une métamorphose culturelle profonde qui touche l'éthique générale, c'est-à-dire notre être même, ce qu'on a de plus profond. On a le plus profond en nous culturel. Pas de plus profond, il y a d'autres choses très profondes aussi. Enfin, c'est ça vraiment ça. Parce que l'éthique, c'est un comportement, mais c'est aussi permissif. C'est permissif de notre rapport au monde. Donc, on est vraiment dans un changement culturel majeur. Alors, dans les précurseurs, évidemment, on a Edmond Léopold, Ancionnaz, John Bert Calicott, Armenès, etc. Bon. Encore une fois, là-dessus, je renvoie à notre amie Virginie Maris qui pourra nous en dire beaucoup plus. Donc, l'éthique générale, elle est contraignante, donc j'ai dit, mais surtout éclairante, parce qu'elle permet la construction d'individus dans un certain rapport au monde. Et ça, je vous renvoie à l'épopée de Gilgamesh. C'est fantastique. C'est le premier livre connu de l'humanité. Premier livre, premier roman, quoi. Et dedans, vous avez toute l'époque moderne. C'est fantastique. Et notamment, ce rapport de l'homme à l'éthique générale dans son mode de construction est extraordinairement illustré. Et j'espère qu'un jour, vous ferez, parce que c'est une grande œuvre, je ferai
une conférence gesticulée sur l'hypothétique diamètre, je me présente. Donc le changement éthique général, ce n'est pas une réforme de la culture occidentale. Ce n'est pas une réforme. Ce n'est pas simplement un changement des comportements. Oui. Je mange mes fins de phrase. Bon, j'ai essayé de suivre un régime. Oui. Donc, ce n'est pas simplement un changement des comportements comme l'enseigne la plupart des associations de protection de la nature. J'insiste, parce qu'on est complètement à côté de la plaque, nous, associations de protection de la nature. J'ai mangé la fin de la phrase. Alors, il faut comprendre que ce changement culturel, le changement d'éthique générale, c'est la plus grande et la plus fantastique aventure de tous les temps. Quelque chose qui s'est produit, il y a eu un changement d'éthique au niveau de la révolution néolithique. Il y a eu ce changement de paradigme, tout petit par rapport à celui que nous allons affronter. Mais là, on est vraiment dans quelque chose de à la fois inquiétant, bien sûr, mais extraordinaire. Nous allons vers un renouveau qui nécessite que nous mettions en commun ce qu'il y a de meilleur en nous, toute notre créativité, notre intelligence, notre empathie, notre solidarité. Et c'est une nécessité, car sans ça, on ne le ferait pas. Et ça veut dire aussi, et ça c'est très important, qu'au niveau supérieur, nous n'avons pas d'ennemis, car nous sommes tous dans le même bateau. C'est ce que j'essaie de dire. Moi, Monsanto, je me bats contre lui à un niveau X, mais au niveau général, Monsanto n'est pas mon ennemi. Tout mon problème est de lui faire comprendre. Ce qui est totalement différent, parce que je ne vais pas le faire avec un bazooka. Hein? Non, c'est un ennemi. Là, je n'ai pas envie de le détruire. J'ai juste envie de lui faire comprendre qu'on doit se donner la main. Je dis ça comme ça, mais c'est vraiment quelque chose à la fois d'important et de fondamental. Alors, bon, sur cette éthique, on pourrait en dire beaucoup. Moi, je vous renvoie un peu, parce que je me m'auto-cite beaucoup, je suis désolé. J'ai écrit un article c'était un séminaire d'ethno-botanique qui s'appelait Les plantes manipulées, morale du végétal, et on m'avait demandé de traiter OGM et éthique et OGM. Et donc, on peut voir là-dedans comment, en quelques pages, hein, ça a été très rapide, on peut reformuler et reconstruire la notion d'OGM, c'est-à-dire reconstruire des objets dans le cadre d'une éthique en évolution. C'est un essai qui vaut ce qu'il vaut, mais enfin, ça peut donner des idées. Alors, le dernier point aussi très important, c'est que cette éthique générale, elle est un contexte complexe et ne peut pas être décidée par quiconque. Personne ne va dire voilà la nouvelle éthique, ni aucun groupe. Parce qu'on a toujours tendance, quand on voit un problème, à vouloir résoudre le problème. Toujours pareil, sur le direct. Et pour nous, c'est pas ça. L'objectif, c'est de favoriser l'émergence d'une nouvelle culture que nous ne connaissons pas. Et ce qui nous amène au thème suivant de l'émergence. De l'émergence. Alors, là-dessus, je vous renvoie encore une autocitation. Dans 2 plus 2 égale bleu, vous avez, qui est un petit film, je raconte l'histoire des rats des cocotiers, où on voit comment des séries indépendantes s'agrègent pour faire sens. Donc c'est très important, parce que ça montre, justement, ces séries sont indépendantes, elles sont aléatoires l'une par rapport à l'autre, et elles font sens. Comme elles sont aléatoires l'une par rapport à l'autre, le résultat final est imprédictible par une méthode analytique. D'accord? Ça, c'est très important. Et ça, c'est des caractéristiques des systèmes complexes naturels. C'est-à-dire que ce sont des systèmes pour lesquels on a des niveaux de complexité qui sont
constituées par des émergences. Alors, on va essayer de trouver des exemples qui soient un peu parlants d'émergence, et je vous regarde, et je vois personne n'est habillé pareil. Personne. Il y a une extraordinaire diversité. Pourtant, personne n'est venu comme ça. Ni comme ça. Et il n'y a aucun texte qui interdit de venir comme ça ou comme ça. Et en fait, cette immense diversité, elle est vachement restreinte. Et les restreintes de vous-même, encore une fois, il n'y a rien qui vous dit comment faire. Et si jamais quelqu'un venait comme ça, il ne serait pas bien vu. Ça, ce sont des émergences de sens, car ça fait sens, s'habiller fait sens. Et malgré la diversité apparente, il y a des restrictions absolument énormes dans la manière de s'habiller dans une culture donnée. Et à noter au passage que la mondialisation dont on parlait tout à l'heure, de la culture occidentale, elle s'accompagne d'une uniformisation de l'habillement. Là, on est au Japon. Il n'y a rien qui oblige ces Japonais à s'habiller comme nous. Mais prenant la culture, ils ont pris nos habits et les mêmes restrictions. Je veux dire, c'est extrêmement court de sens. Et ici, j'ai une diapo que j'utilise dans d'autres conférences sur les OGM, notamment les OGM cachés. Et ben, vous voyez tout de suite, bon, elle est en noir et blanc, certes, mais vous voyez tout de suite, quoi, que voilà, 1950. Quelques détails de coiffure, d'habits, tout ça. Donc on est bien avec la mode dans un système émergent où personne ne l'a fait vraiment, même si les acteurs ne sont pas tous équivalents. Et ça c'est important aussi, parce que dans une émergence, on n'a pas une identité, une homogénéisation des acteurs. Ceci dit, vous ne pouvez pas, Courrèges, c'est pas 1950, vous ne lancez pas la mini-jupe en 1950, comme ça. C'est vrai que certaines personnes peuvent avoir une influence particulière, mais ils sont contraints par le reste du système d'enquête. Donc le sens n'est pas quelque part, et il n'est pas localisable, et ceci est très important. Donc on voit cette espèce d'idée d'émergence sur laquelle on ne va pas pouvoir s'éterniser, et c'est dommage, c'est vraiment un thème extrêmement important et négligé dans l'instruction qu'on donne à nos enfants. Et les grands traits de ces phénomènes, eh bien, je les répète, ça veut dire que rien n'est vraiment quelque part, qu'il y a des ruptures logiques entre le phénomène et ce qui en fait l'origine. Donc, si on peut retracer l'origine du phénomène, c'est seulement a posteriori. Ça, je vous renvoie au rail au cocotier, où c'est vraiment évident. Et les relations entre les niveaux d'organisation sont enchevêtrées. Je reprends ici le terme classique d'Hofstadter, c'est-à-dire qu'on n'a pas une hiérarchie de type poupée russe. Hein. Et pour ce qui concerne l'humanité, ben, personne ne choisit ni ne décide directement les choses, même si tout le monde n'est pas équivalent vis-à-vis du phénomène émergent. Et donc je me répète, mais pour l'éthique, aucun groupe ne peut décider ni d'une équipe, ni d'une structure informatique. Donc il est déjà tard, et je vais en tester là en faisant un petit résumé, qui est que, notre culture détruit la vie sur Terre et nous met en péril en tant qu'espèce, et donc elle doit changer. Que c'est un changement effectivement risqué, mais passionnant. Qu'elle arrive de toute façon à son terme, la culture occidentale actuelle, puisqu'elle épuise les ressources qui lui sont nécessaires et qu'on ne peut pas aller à l'infini, donc on n'a pas le choix. Et que notre problème est de faire en sorte que l'effondrement de cette culture, j'ai pas mal de bouquins ici sur l'effondrement qui sont intéressants, je vous recommande notamment 10 milliards, qui est extrêmement bien documenté. C'est fait par un mec qui fait de
la prospective dans des grosses boîtes, il a énormément de moyens, donc il a vraiment monté son truc. Donc l'effondrement de cette culture, il faut faire en sorte qu'elle ne soit pas une catastrophe. Et je crois que l'enjeu, il est quand même majeur. Mais au contraire, je me répète, mais c'est essentiel, mais qu'elle soit au contraire une fantastique et passionnante aventure, car elle peut l'être. À condition, encore une fois, de prévenir les violences réactionnelles à des pertes de repères, puisque cette culture que nous quittons, elle est notre être mère, et on peut se trouver profondément bancal. Et si on n'a pas travaillé cela, eh bien la réaction, c'est de communier. Et donc vraiment, j'insiste, la prévention de la violence réactionnelle, c'est la première chose. Si on s'étripe, on ne fera rien d'intelligent. Comme l'objectif majeur qui est la survie de l'humanité concerne tout le monde, nous sommes tous à ce niveau totalement solidaires, et donc, je le répète, mais je fais un résumé, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, au niveau de l'éthique supérieure, nous n'avons pas d'ennemis, et ça, c'est pas anodin, il faut bien le comprendre, il faut le répéter, il faut le concevoir, c'est pas évident. Comme il est hors de question de proposer une culture ou une éthique générale alternative, nous proposons une méthode qui consiste à déconstruire la culture dominante, en particulier en mettant à jour les a priori qui la constituent, y compris des traits physiologiques. N'oubliez pas que, par exemple, nous avons dans notre tête des schémas qui nous permettent de construire le monde, par exemple une géométrie. La géométrie est euclidienne dans votre cerveau, alors qu'il existe des tas de géométries qui sont strictement équivalentes, mais elles sont inconfortables pour nous, parce que voilà. Donc on a physiologiquement ça d'a priori, on ne va pas les changer, hein, mais il faut les connaître et on comprend les conséquences sur ça. Et puis donc après cette déconstruction, laisser émerger à travers et à partir des activités humaines bouillonnantes, n'est-ce pas, une nouvelle ou des nouvelles culture et éthique. C'est donc vraiment un processus d'émergence suscité, nous déconstruisons, et on regarde se construire, à travers les activités humaines, une nouvelle culture. C'est pour ça que c'est de la démocratie réelle, car personne ne va imposer et créer la culture dominante suivante. On se ressouligne le rôle des artistes qui est essentiel, qui doivent occuper cette place majeure dans cette dynamique. Et on souligne également l'ouverture nécessaire des possibles, une civilisation stable restreint le possible, comme on l'a vu, hein, on a intérêt, puisque ça marche, à rester semblable à ce qu'on est, et donc on va interdire toutes les déviances. Ici, je prends souvent l'exemple de certaines amibes qui sont dans une mare, donc qui se reproduisent le plus fidèlement possible, puis la mare s'assèche, qu'est-ce qu'elles font? Elles mutent, les envoient les transposons partout, font des mutations, parce que l'inconnu arrive, et face à l'inconnu, il faut augmenter la diversité. Et donc nous devons accepter de vivre, ça c'est très important, avec des pensées, des visions qui sont différentes et incompatibles, parce que ce qui est vraiment une chose dont on n'a pas l'habitude, on veut toujours imposer sa vision des choses, ça c'est logique dans la culture, dans une culture stable. Maintenant, nous devons vivre dans une diversité de pensées, avec une difficulté, c'est que n'importe quoi n'est pas quelque chose. On ne peut pas non plus accepter n'importe quoi. Et là encore, ce n'est pas quelqu'un qui va décider, c'est une dynamique qui va mettre en place cet ordonnement. J'espère que vous comprenez un peu les différences très profondes que l'on a avec les méthodes classiques. Et alors la seule chose qui nous freine pour cette expérience, encore une fois, vraiment fantastique. Et je le dis très sincèrement quand même, parce que moi j'étais scientifique, hein, j'étais chercheur,
J'ai arrêté parce que j'ai compris que la science détruisait le monde. Je ne faisais pas de la science pour détruire le monde. Et je suis quand même bénévole à temps plein depuis 28 ans. C'est parce que je crois qu'effectivement, c'est une période fantastique. Et j'espère bien la vivre. Et la seule chose qui nous freine, ben c'est ça. C'est tout. Et quand je dis c'est tout, c'est pas rien. Hein. C'est beaucoup. C'est du boulot. Et c'est vrai qu'on a tendance à croire qu'il ne peut rien exister d'autre pour nous que ce que nous sommes. Et c'est le handicap. Et pour finir, ben, je voudrais remettre la citation de Baptiste Lanaspez. Vous la relisez. Si elle a pris du sens, c'est que j'ai réussi. Une psychoanalyse de l'esprit humain et de tout ce que tu as décrit comme danger d'annihilation de la nature et de l'humanité. Et c'est important de faire cette analyse, cette psychanalyse. Peut-être que si tu parles, on pourrait se déplacer au micro parce que je crois qu'on n'entend pas bien. Bien, on parle fort. Paradoxalement, je suis ici, donc j'ai envie que les choses changent, évoluent, participer à cette réflexion. Mais ma première réflexion, chaque fois, j'ai le doute et je me dis, est-ce que déjà, culturellement, le vouloir la survie de l'espèce n'est pas un problème culturel? C'est-à-dire que on fait comme si, est-ce que c'est pas un a priori finalement? Voilà. Donc cette question-là, il n'y aura pas de réponse. Si, il y en a une, mais elle est longue. Non mais voilà. Non mais il y en a une, mais il n'y en a pas. Donc Oui, il y en a une. Voilà, c'est un pari. Non, c'est pas un pari, c'est une nécessité, parce que si vous n'êtes pas là, il n'y a pas de sens. Donc, vous ne pouvez pas poser la question. Pardon? Si vous n'êtes pas là, il n'y a pas de sens. S'il n'y a pas d'humanité, il n'y a pas de sens. Et donc, vous ne pouvez pas poser la question. Vous ne pouvez pas poser la question de la non-existence, puisqu'il vous faut du sens pour la poser. Mais même la notion de sens est une notion culturelle. Oui, mais elle est là. Oui, mais la mort aussi est là. Donc, bon. Oui, mais voilà, la mort de l'individu fait partie de la dynamique sociale. Bon, ça demanderait plus de temps, mais il y a une réponse, hein. Je vous assure, elle est importante. Lorsque l'on voit cette courbe, la courbe de l'homme, c'est de là, avec une courbe très très haut. Est-ce qu'on peut l'opposer au reste du vivant? Est-ce qu'on a la même courbe descendante, est-ce que ces phrases sont semblables à l'envers? Est-ce que l'homme grandit à cette vitesse-là, de manière opposée au reste du vivant? Est-ce qu'il y a une corrélation? Bon, je ne suis pas sûr de comprendre vraiment la question. Là, on a le reste du vivant, il est contraint. Si vous avez quelque chose qui part en expansion comme ça, en général, c'est des invasives, justement, qu'on va parler. Non, mais c'est l'inverse, pardon. Oui, oui. Mais, oui, non, mais attends, il y avait deux choses. Et ensuite, le sens, savoir si ça monte ou ça descend, je peux, n'importe quelle courbe qui monte, je peux vous la faire descendre, il suffit de changer le référentiel, hein. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est effectivement une dynamique de changement très, très rapide. Je ne sais pas si ça répond à la question.